Allez, viens, Beaupuy. Ouais, ça s'appelle un Beaupuy, ouais. Alors le Beaupuy, c'est vraiment un truc à tout faire. Hein. D'ailleurs, le mec est aussi un mec à tout faire. Allez, go. Ouais, donc cette technique que je viens de trouver, hein, parce que voilà, on se débrouille avec les moyens du bord, hein, j'avais une règle de 2 mètres. Et quoi de mieux qu'une règle bien droite pour savoir si un bois est droit? Donc ça a plusieurs fonctions. La première étant d'éviter de faire basculer la dégauchisseuse, parce que là on a un bois qui n'est pas trop lourd, mais lorsqu'on a vraiment du poids, il peut y avoir un porte-à-faux important avec un gros bras de levier et ça peut entraîner la machine. Deuxième cas,
Il est difficile de soutenir le bois en sortie de passe juste avec une main. Parce que si vous appuyez sur la table de sortie, le bois... Donc troisième avantage d'avoir une règle en sortie, ben, c'est de vérifier si le bois est bien droit, quoi. Donc ça fait rallonge de table, sécurité et vérification. C'est pas mal. Je vous montre le passage du bois, comment je fais. Bon, je sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas, en sensation, ça se voit. Bien sûr, au préalable, il y a toutes les vérifications liées au bois lui-même, donc à la matière. Ça, vous savez comment faire, hein. En fait, vous regardez votre bois sur le sens de la tranche, comme ça, et vous voyez dans quel sens il part. Il faut que la partie convexe soit vers le haut. Quand vous passez sur la machine, il faut que le départ touche et que l'arrivée touche. Voilà. Si vous l'inversez, donc vous avez en berceau, là, bah, du coup... je vois pas comment c'est possible, hein. Et puis vérifiez aussi le sens du fil avant. Ça va limiter les arrachements. Mais bon, avec les machines d'aujourd'hui, plus les fers bien affûtés, ça va, c'est pas très grave, quoi. R2002, il a plus faim là.
Là, je suis en train de percer pour faire passer un tube inox de 20 mm entre tous les tasseaux. Ce qui va rigidifier l'ensemble et éviter que ça bouge trop dans le temps. Donc j'en ai percé une précisément à 50 du bord et en plein centre en fait. Et je me sers de celle-là pour faire gabarit par rapport aux autres. J'ai demandé une perceuse à colonne pour Noël mais il répond pas. J'ai fait déjà un trou de 3 mm sur le recto et le verso pour avoir un emplacement plutôt précis. C'est avec la mèche Forstner, quand on perce comme ça sans perceuse à colonne, ben on peut légèrement incliner, ça fait qu'à la sortie là on est plus centré. Du coup pour passer le tube ça va être une galère pas possible. Alors pourquoi d'un côté et de l'autre aussi? Ben, c'est pour éviter qu'à la sortie ça éclate de partout. Hein? Pour l'assemblage, là vous avez compris, hein, je n'ai pas filmé, mais c'est l'enfourchement que j'avais fait tout à l'heure et avec les tourillons. Donc les tourillons gardent l'anthrax entre les deux, il y a 30 mm entre chaque tasseau là. Et du coup ça vient comme ça quoi, clac. Ok. Donc là je suis en train de commencer à rentrer le tube inox dans le passage. Donc vu que ça fait 20 mm et les trous font 20 mm, bah, ça rentre en force. Et c'est d'ailleurs le but du jeu. D'accord Floki, mais bon, quel est l'intérêt d'avoir fait des trous pour après les reboucher? Ça c'est le tasseau qui va aller contre le mur, qui va servir de aide à la structure. Et en fait je vais me servir de ces trous là pour venir y mettre les vis qui vont partir dans le béton. Avec les chevilles et tout, au moins j'aurai pas d'autres trous apparents. Ce qui fait que, j'aurais dû y penser avant, hein. Ce qui fait que il va falloir que je rebouche de moitié seulement. Donc il va falloir que je reperce de moitié, super. Pour que la vis vienne quand même en appui sur quelque chose, quoi, pour qu'elle serre le bois contre le mur. Qu'il y ait une moitié qui soit dédiée à la prise dans le mur et l'autre moitié dédiée au tube. Et vu que j'ai tout fait d'affilée, du coup j'ai oublié de faire que la moitié sur le tasseau qui sera sur l'avant. Lui à la base je voulais pas le percer pour que le tasseau vienne comme ça et que la barre finisse ici. Et là qu'il n'y a rien d'apparent. Je suis allé trop vite, j'ai percé quand même. Du coup, je boucherai celui de devant. Il faut réfléchir. Voilà donc ce qui se passe après modification. Donc sur l'arrière, ça c'est le côté mur. Hein. Donc c'est bouché. Hein. Voilà, et c'est percé de moitié sur l'avant. Les deux côtés, voilà. Donc les tasseaux de rive, donc ceux qui vont être sur les extrémités, vont être comme ça. Donc je vais faire celui de devant maintenant. Le même procédé. Hein. C'est la première fois que j'ai essayé le tour à bois là. Ouais, c'est un peu flippant au début, surtout quand on n'a aucune base dans le truc, quoi. Les bases, je me suis basé sur ce que j'ai vu, c'est tout. Hein. Il y avait dû avoir une ou deux vidéos où je me servais d'un espèce de truc surmonté sur une perceuse, là. C'était pour faire la bibli au mur, là. Mais là, avec un tour pareil, là, c'est encore autre chose. Hein.
Alors pour le traitement, il était question de plusieurs choses. À la base, on ne savait pas comment ça allait ressortir. Le choix du frêne était finalement très judicieux parce que j'ai comparé ça avec le carrelage et le client était vraiment très content de ce que ça donnait en fait entre le frêne et le carrelage. Du coup, avant de voir ça, il était question de teinter le bois, quoi. Donc pour teinter, moi j'étais parti à la base sur de la lasure. Il y a des saturateurs aussi qui font ça. Et en fait, sur les verticaux, j'aurais fait de la lasure. Voilà. Après, le saturateur, je l'aurais utilisé pour les plans. Donc bon, ça facilite un peu le travail. Il n'y aura pas de recherche de teinte. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est vraiment cette couleur-là. Et du coup, je lui garantis cette couleur-là avec un vitrificateur extra mat. Il existe aussi un vitrificateur qui est naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit rien, mais du tout, quoi. Ça le mouille même pas, en fait, vous voyez. Voilà, donc la vitrification, vous connaissez. On passe l'étape, hein. À tout à l'heure.